bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Hervé Doyen. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Jette. Et vous êtes dans l'actualité aujourd'hui parce qu'il y a un gros match des Diables et les Diables entrent en scène dans la Coupe du Monde. Et ça se fait notamment chez vous. Alors, vous n'êtes pas à Sochi, mais vous avez mis un grand écran sur la place du Miroir à Jette. En fait, vous en avez profité pour inaugurer et ouvrir cette place du Miroir. Mais la vraie inauguration, oui, vous avez raison, la vraie inauguration, c'est ce soir. Ouais. Voilà, il y aura une inauguration officielle le 1er septembre d'ailleurs, mais la vraie inauguration, c'est le moment où la population, où les gens, où les personnes, les commerces appréhendent, s'approprient la place. Et on s'appropriera la place à quelques milliers ce soir. Oui. Alors justement, c'était une course contre la montre. Alors on dit toujours que les travaux sont en retard. Est-ce que c'est bien de se mettre un délai comme ça, qui était le 18 juin, il faut que ce soit terminé pour les Diables? Alors c'était sympa qu'il y ait en fait cette échéance des Diables. Parce que je me souviens quand on avait eu une grosse réunion au cabinet de Pascal Smet avec les entrepreneurs, la STIB, Bruxelles Mobilité. Voilà, et ils devaient livrer les travaux pour les congés du bâtiment là maintenant dans un mois. Voilà. Et moi je leur ai demandé que ça soit fait pour aujourd'hui. Voilà, en tout cas la place. Voilà. Et quand on m'a demandé pourquoi, enfin quelle légitimité de le faire, puis pour les matchs du Diable Rouge. Des Diables Rouges. Et ça, l'entrepreneur a tout de suite compris qu'il y avait un enjeu, je veux dire, un peu populaire à cette histoire-là. Donc on n'a pas été plus vite qu'il ne le fallait sur l'ensemble du chantier, mais on a mis des gros efforts sur la place du Miroir pour que celle-là soit terminée. Mais il y a quand même un gros couac, c'est le parking, hein, parce que là, le parking, il est ouvert, puis fermé. Et il y en aura encore pour quelques semaines. Alors, j'ai vu le chef de chantier ce matin sur la place, qui venait voir comme moi. Tout était bien en ordre. Il me dit que c'est une affaire de quelques jours. Ah. Voilà, donc il devrait être provisoirement ouvert dans quelques jours, probablement un étage ou deux, et définitivement réouvert au congé des bâtiments, fin du mois, début du mois de juillet. Alors, on avait dit que c'était un problème, ce qu'on dit d'impétrants, donc ceux qui mettent les tubes, les gaines et les canalisations. Est-ce que c'est parce que ça a dû aller trop vite qu'il y a eu ces erreurs-là? Oh non, non, pas du tout, parce que le parking n'a pas été trop vite. Au contraire, c'est la seule partie du chantier qui a pris 3 mois de retard. Non, non, apparemment, c'est un défaut d'un impétrant, enfin, peu importe qui il est. Ça, c'est une affaire à traiter entre eux, entre la firme qui a construit le Parking Bruxelles qui le gère, Abcoa qui le gère pour Parking Bruxelles. Ça, c'est une affaire entre eux. Mais voilà, sur un chantier d'une telle envergure, je vous dis qu'il n'y ait pas au minimum un couac m'aurait étonné. Alors, d'autres couacs peut-être. Il y a un an, votre président de parti, Benoît Lutgen, rebattait les cartes et décidait de lâcher le PS. Et vous, je me souviens bien, il y a un an, vous étiez déjà très, comment dire, dubitatif. Hein, dubitatif, dès le lendemain. Oui, dès le lendemain. Et alors, un an après, est-ce que votre avis a changé là-dessus? Voilà, toujours été dubitatif. Voilà, parce que, allez, on a beaucoup parlé dans la presse ce week-end, cet anniversaire du 19 juin, voilà. Donc, moi, je pense que ce retrait de la prise, cette coupure de courant n'a pas amené ce que le président en espérait, de mon point de vue. En tout cas, voilà, c'est comme ça, ça a été fait, je pense qu'il faut l'assumer et je pense qu'il faut aller de l'avant. Mais ce que je pensais le 20 juin, je le pense toujours aujourd'hui, il ne fallait pas le faire. Est-ce que vous croyez que le CDH va le payer aux élections, ça? Alors, est-ce que le CDH va le payer? Je n'en sais rien. Voilà, je ne suis pas devin et je ne suis pas un institut de sondage à moi tout seul, mais je pense que les gens s'en souviendront. Et notamment, quand on reconstitue les majorités, voilà, il y a certains partis qui probablement, plus que d'autres, se souviendront de ce qui s'est passé le 19 juin l'an passé. Sans doute le PS. Voilà, j'imagine bien. Alors, dans un article de la Libre de ce matin, les jeunes CDH représentés par leur président Christophe de Beukela annoncent quelques idées neuves, et notamment une qui concerne les primaires. Ils demandent des primaires pour nommer les têtes de liste aux prochaines élections européennes, fédérales et régionales. Qu'en pensez-vous de cette idée de primaire? J'ai lu ça comme vous ce matin, voilà. Les idées, il faut les classer entre des vraies bonnes idées et les fausses bonnes idées. Donc, je ne suis pas encore tout à fait fixé sur le fait que ce soit une vraie ou une fausse bonne idée. En revanche, ce que c'est qu'il y a déjà au moins une formation, qu'il y a une tradition, je veux dire, des démocraties internes de ces partis écolos. Voilà. Et pour en discuter régulièrement avec des amis écolos, parce qu'on a des amis dans toutes les formations, quand il y a trop d'émulation à l'interne et que les gens doivent se vendre une première fois à l'intérieur des formations, ça laisse souvent des traces. Donc il faut faire attention à ces gros exercices de démocratie interne aux formations. Voilà, moi je pense encore à la vertu du leadership.
il a la capacité d'être, je veux dire, un leader éclairé à l'intérieur d'une formation, faire trop de démocratie et commencer à mettre les gens en pré-campagne et à se, entre guillemets, à se concourir les uns avec les autres à l'intérieur d'une formation peut laisser des traces et je crains que ça ne soit pas nécessairement une vraie bonne idée. Alors, on voit au communal qu'il y a beaucoup de personnalités qui décident d'abandonner la vie politique au moment des communales. Françoise Dupuis, Alain Hutchinson, Marion Lemaire, un peu partout, un peu dans toutes les communes. Vous, vous êtes bourgmestre depuis 1999. Ça ne vous donne pas envie de dire, tiens, je vais laisser la place à un plus jeune? Je pense qu'il faut laisser la place, mais il faut la laisser au bon moment. Voilà. Et c'est quoi le bon moment? C'est à mi-mandat. Ça tombe bien, j'ai juste 65 ans à la moitié du mandat prochain. Et donc 65 ans, c'est un âge raisonnable pour arrêter. Je n'ai pas de jugement de valeur. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues bourgmestres qui sont plus âgés que moi, je ne veux pas les citer, vous les connaissez. Voilà, il y en a qui sont plus jeunes également. Mais à mi-mandat, ça vous donne, pour celui qui monte, pour celui qui vous remplace, ça lui donne la possibilité, je veux dire, le champ, au moins pendant plusieurs années, de pouvoir fonctionner comme bourgmestre en place. Moi, j'ai succédé à Jean-Louis Thèse en 1999. Je n'ai pas eu un an avant que ne s'annoncent les élections de 2000. Voilà, ça a été dur, hein. Ça a été dur parce que vous devez vous faire un nom et une légitimité de bourgmestre sortant pendant quelques mois. Donc ici, le bourgmestre ou la bourgmestre qui me succédera, je veux dire, aura 3 ans pour s'installer dans la fonction, voilà, plutôt que de le faire à l'occasion d'une élection. Donc à mi-mandat, ça me semble bien. Alors, ça veut dire qu'en 2022, vous passerez le relais. Ouais. Comme Charles Piquet a annoncé aussi qu'il allait passer le relais. Ouais. Mais lui, c'est quasiment comme s'il organisait des primaires, puisque ce sera en fonction des votes des communales pour les 2 candidats qui le succéderont. Et vous, comment est-ce que vous allez choisir la candidate qui va Il y aura une procédure interne, et j'aime à rappeler que le nombre de voix aux élections peut être un critère. Voilà, mais il ne doit pas nécessairement être le critère déterminant. Vous savez, en 1999, quand Jean-Louis Thèse est malade et qu'on prépare collectivement sa propre succession, voilà, s'il avait fallu prendre celui qui avait le plus de voix, ça n'aurait pas été moi. Et ça n'aurait été certainement pas non plus si j'étais le 2e ni le 3e, parce que j'étais, je pense, au sein du collège, celui qui avait fait le moins de voix comme échevin. Donc, et c'est moi qui suis devenu bourgmestre. Voilà. Comme quoi. Là, c'était plutôt une question d'âge, une idée de renouvellement. C'était une question d'âge. Voilà, il y a d'autres critères qui doivent rentrer en ligne de compte. Et je trouve que la responsabilité d'une formation politique, c'est de choisir le candidat qui lui apparaît comme celui le plus. C'est pas une question de crédibilité, mais le plus en phase avec l'idée qu'il faut continuer un projet, une vision sur une commune. Mais au moment où votent les électeurs de Gette, par exemple, si on prend votre exemple, ils ne sauront pas qui sera leur bourgmestre dans 3 ans. Non, non, non. C'est pas gênant, ça? Non, c'est pas gênant du tout. Il y a un candidat bourgmestre aux élections maintenant. Pour la liste du bourgmestre, c'est Hervé Loyer. Alors, parlons un peu d'autre chose, des tensions entre partis flamands à Bruxelles. La NVA détourne de l'argent du fédéral au profit d'Anvers. C'est ce que dit Guy Van Engel dans une interview dans 2 Zondag. Voilà exactement ce qu'il dit. Bart De Wever et la NVA transfèrent tout l'argent flamand et fédéral à Anvers au détriment de Bruxelles. Je vais vous demander votre réaction, Hervé Doyen. Je vous en propose 3. La première réaction, c'est il a raison, Van Engel a raison. La deuxième, c'est il est temps qu'il s'en rende compte. Et la troisième, Van Engel est aux ordres de Vervoort. Je prendrai la première, je pense qu'il a raison. Voilà. Qu'il ait pris le temps, qu'il doit prendre le temps de s'en rendre compte, peut-être moins. Mais je pense qu'on commence à réaliser les choses un peu plus maintenant. Clairement, le gouvernement fédéral est préempté par la NVA, qui reste, quoi qu'on en dise, un parti communautaire. Et donc c'est un parti qui gère une nation, un pays qui s'appelle Belgique, je veux dire, au profit de la seule Flandre. Voilà, ça saute quand même un peu aux yeux. Est-ce que travailler avec la NVA dans une commune ou à la région, c'est possible? Pour moi, non. Parlons de mobilité, parce que le fameux tunnel Léopold II, là, donc les gros des travaux arrivent début juillet. Est-ce qu'un plan de mobilité est prévu dans la commune? Est-ce que ça fonctionne bien, la communication avec le ministre de la Mobilité? Parce qu'ici même, le bourgmestre de Kuckelberg s'en plaignait, lui.
Voilà, donc c'est pas simple, parce que le plus gros de ce qu'il y a à mettre en œuvre, c'est surtout la police qui doit le faire. Voilà, donc vous savez, c'est les problèmes de circulation, de gestion de carrefour, voilà, et la police n'est plus communale. Donc il faut essayer de trouver le bon entre-gens entre une zone de police dans laquelle il y a 5 communes, mais seulement 3 qui sont concernées par la fermeture de Léopold II, d'une part, un cabinet régional et 5 communes. Donc il faut essayer de trouver l'entre-gens. Il se trouve que jusqu'au 1er juillet, je suis le président de la zone, donc je me suis un peu organisé pour le faire. Voilà, l'impact sera certain pendant les travaux, pendant les vacances. Néanmoins, il faut savoir que dès que les écoles sont fermées, vous avez une diminution assez drastique de la circulation en ville, parce que énormément de gens continuent à venir en voiture en ville, notamment pour y conduire leurs enfants dans les écoles de la région. Voilà, moi je suis assez confiant, et je suis assez confiant sur ce fameux théorème de l'évaporation des voitures. Hein. Donc j'observe que quand on a fermé le viaduc là, à hauteur de Reyers, voilà, on annonçait le chaos, ben, le chaos ne s'est pas produit. Donc je pense qu'il y a des alternatives qui se mettent en place, des habitudes personnelles qui se mettent en place, aussi, enfin, qui sont, les gens cherchent d'autres alternatives, d'autres moyens, en ce y compris celui de faire appel à d'autres modes de déplacement que simplement rentrer en voiture. Je rappelle que le tunnel Léopold II, que je continue à considérer historiquement comme une erreur. Voilà, on n'aurait jamais dû faire ce tunnel parce qu'on laisse accroître l'idée que tous les boulevards de la région peuvent être doublés par un même boulevard en dessous. Sauf qu'à un certain moment, le boulevard en dessous, il doit quand même sortir en surface et donc vous faites sortir 2 boulevards au même endroit. Et donc on s'étonne qu'il y a des embouteillages. Vous allez sur la ville de Paris, 20 arrondissements, vous n'avez pratiquement aucun tunnel à Paris. Donc on laisse clairement accroître, je veux dire, l'idée que la circulation, ben, elle doit se faire en surface et que ce qu'elle ne s'est pas observé, eh bien, on ne le met pas en sous-sol. Et donc, à Bruxelles, on a fait beaucoup de tunnels dans les années 60, les années 70. Et donc, on a fait quand même une politique du va-tout à la bagnole, à la voiture. Je continue à trouver que c'est une erreur. Voilà, mais je suis assez confiant sur l'avenir et sur le fait que les gens vont trouver d'autres habitudes. Donc, les gens qui passent par là et les Gétois qui y habitent, normalement, on ne devrait pas trop s'en plaindre, ça passera normalement. Parce qu'on est en période de vacances et que dès le 1er septembre, le tunnel rouvrira. Oui. À propos, toutes ces opérations pour essayer d'améliorer la qualité de l'air en disant abandonnons la voiture, fermons certaines rues même devant des écoles, ça vous paraît de bonnes idées? Alors, apaiser les quartiers, apaiser la ville, ça fait partie, ça devrait faire partie de la vision des 19 bourgmestres et de la région. Voilà. Bruxelles souffre de ses embouteillages, Bruxelles souffre de sa pollution, Bruxelles souffre du ring, parce que le ring pollue une grosse partie de la région bruxelloise, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est à la région de les faire, c'est ça que vous voulez dire? La région et les communes. Et les communes. Les communes doivent être partenaires dans cette affaire-là. La place du Miroir, ce matin, ce qui frappe le plus, c'est l'air qu'on y respire et le calme. Voilà. Eh ben, ce sera moins calme tout à l'heure avec les diables. Merci Hervé Doyen. Demain, Stéphanie Meyer recevra Rachid Madran. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.